Tiens ta promesse ou casse-toi, c'est sous les sifflets et accompagné par ce genre de chanson que Robert Louis Dreyfus quitte régulièrement le stade. Marseille lui reproche de trop ignorer les choses du football. C'est un investisseur. Au ballon, il ne comprend rien du tout. C'est pas son métier, c'est pas son truc. Et il n'a pas su s'entourer de bonnes personnes. Moi, je le vois comme ça. Retour en 96. Quand il arrive à Marseille, entouré de ses conseillers, c'est vrai que Louis Dreyfus sous-estime totalement la difficulté de gérer un club comme l'OM. À l'époque, il est convaincu qu'il a affaire à une entreprise comme une autre. Pourquoi vous êtes devenu président de l'OM? Un pari avec moi-même. C'est quoi le pari? On peut faire la même chose dans les affaires qu'en sport. Et au début, ce genre de discours séduit. Le nouveau président est accueilli chaleureusement par le public marseillais. Après les années tapis, le stade Vélodrome peut refaire des rêves de grandeur. Merci pour les abonnements, vous avez fait On a fait un effort, non? On va faire une équipe, là. Toujours, hein? On a fait aussi des prix plus bas pour l'année prochaine. On va s'abonner, mais c'est pas. Il nous manque que l'équipe. C'est normal. Il nous manque que l'équipe maintenant. Faites-nous là, cette équipe. On va la regagner, l'Europe. Nous, on n'est pas des pédés, nous. On n'est pas des Parisiens, nous. On va la gagner, les Marseillais. Dans un premier temps, la méthode du businessman très cool semble marcher. Louis Dreyfus bâtit une équipe autour de stars comme Laurent Blanc et Fabrizio Ravanelli. En 98, le premier bilan est bon. Marseille finit 4e du championnat. Puis 2e en 99, avec en prime une finale de Coupe d'Europe contre les Italiens de Parme. En bon spécialiste du marketing, le président est convaincu à ce moment-là que tout le monde va se piquer à cette OM version grande entreprise. Votre consommateur, il a 4 ans ou 5 ans, il va à l'école. Son cahier est OM, son stylo est OM. On lui met la piqûre. Et alors vous le lâcherez à quel âge? Quand on aura 99 ans. Voilà, quand il est mort. Bon. Sous son cercueil, il faudra avoir l'OM. Mais ce sont les rêves de grandeur qui ne survivent pas. L'année suivante, Marseille perd ses meilleurs joueurs et plonge à la 15e place. Aujourd'hui encore, le club encaisse trop de buts et lutte pour ne pas descendre en seconde division. Robert Louis Dreyfus a échoué. Régulièrement invité à démissionner, le patron de Marseille a voulu construire une marque, une entreprise modèle, alors que le public, lui, ne veut qu'une seule chose, une équipe qui gagne. Dans les clubs de supporters, l'expérience Louis Dreyfus a vécu. Ici, on veut quelqu'un qui comprenne mieux l'OM, pas un as du marketing. C'est pas une marque, l'OM. C'est pas une marque. Tu peux faire de l'argent avec l'OM, mais c'est pas une marque elle-même. C'est une entité, c'est ça s'entend, ça représente, c'est indescriptible. Hein. Ils se sont dit, on va arriver, on va structurer, à partir de là, il y aura une bonne équipe. Non, c'est monte ta bonne équipe. Quitte à ce qu'il n'y ait rien autour, ça tourne comme à l'époque tapis, et là, tu en profites pour structurer. D'accord. Ils ont tout fait à la mer. Là, ils se sont plantés. Et depuis quelques mois, le peuple réclame régulièrement l'homme qui, avant Louis Dreyfus, a amené Marseille au sommet. Lui, il avait compris l'OM le jour où il est arrivé. Tout le monde le dira ici. C'est peut-être un truand, tout ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, mais il nous a fait bander pendant 6 ans. Oubliez les matchs truqués, l'ardoise laissée aux contribuables. Le public regrette les années tapis quand l'OM régnait sur l'Europe. D'un macho, d'un homme. Et à l'OM, on ne peut pas diriger l'OM si on n'a pas du caractère. C'était le cas de Tapie. Comme il n'y a pas de patron, personne ne tient la barre. Comme on ne tient pas la barre, eh bien, le bateau, il navigue au gré du vent. Et tenir la barre face aux supporters n'est pas toujours facile. Quand l'OM ne gagne pas, ils peuvent être très en colère. Et quand ils sont en colère, c'est tout le club qui se met à trembler. Même le macho Bernard Tapie a eu du mal à les dompter.
Et il a fallu souvent que Tapi intervienne avec énergie et même qu'il arrive presque à en venir aux mains avec certains d'entre eux pour arriver à les calmer, à leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas les patrons du club. En attendant, depuis 2 saisons, personne n'échappe à leur mauvaise humeur. Vous vous souvenez peut-être de ces images, il y a un peu plus d'1 an, où les plus excités attendent les joueurs à la sortie d'un mauvais match. Difficile de porter le maillot marseillais dans ce genre de contexte. La petite moindre étincelle, eh ben ça grossit ouvertement les choses. Quand on vient signer à Marseille, on sait ce qui nous attend. On sait qu'il y a une certaine pression, qu'il y a un certain public qu'on ne connaît pas ailleurs, qu'on ne voit pas ailleurs. Donc c'est la preuve qu'à Marseille, ces gens-là sont très très importants, très influents et qu'on en a peur. Avec plus de 5000 membres, l'association des supporters des Yankees est l'une des plus puissantes à Marseille. Là, notre nouveau siège. C'est votre nouveau local que vous venez d'acquérir, c'est ça? On a acquis cette location. En plein centre de Marseille. En plein centre de Marseille. Donc voilà, vous êtes chez nous, en plein travaux, on n'a pas fini. Alors ici, là, ça va être quoi, là, cette pièce? Ouais, ça va être la pièce de réception, on va mettre des tables, on va mettre la télévision. 400 mètres carrés dans un quartier où les loyers ne sont pas donnés. Le public n'est pas seulement une force de protestation, c'est unique en France, il est financièrement intéressé aux résultats du club. À Marseille, 28 000 des 50 000 places du stade sont totalement gérées par les groupes de supporters comme les Yankees, les Winners ou les Ultras. Ce sont eux qui vendent les abonnements 600 francs l'unité. L'OM prend 500 francs, mais leur laisse un beau pourcentage. Machine d'échafaudage. La place d'échafaudage. On prend 100 francs d'adhésion. Et donc les gens sont Yankees, sont Ultras, sont Winners, ils sont membres à part entière de leur association. D'accord. Il ne faut pas dire qu'on taxe l'OM de 100 francs, c'est complètement fou. Non, c'est les supporters qui s'abonnent chez vous. Qui payent leur droit d'entrée d'appartenance à l'association. Et donc 28 000 abonnés, ça fait à peu près 28 000 fois 100, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait 2,8 millions pour les supporters. Voilà, ben nous ça fait 500 000 francs puisque nous sommes 5 000. Les 28 000 places dont la gestion n'appartient pas au club se trouvent dans les 2 virages derrière chacun des buts. C'est Bernard Tapie, alors au zénith de ses ambitions politiques, qui a accordé ce privilège et cette manne financière très importante au club de supporters. Que tous ces avantages ont été accordés au fur et à mesure du temps par Tapie, qui avait une vision politique de sa présence à Marseille et qu'il a favorisé ce climat parce qu'il utilisait un certain nombre de supporters pour aller coller des affiches et faire ses... Voilà. Les affaires reprennent. Asma, c'est pour les tenues d'athlétisme. Je lui ai dit, Corinne, 10 jours. Et les supporters ne perçoivent pas seulement une partie des abonnements au stade. Bernard Tapie leur a aussi permis de gérer une partie des produits dérivés du club. Cette concession est sans précédent dans le milieu du foot. Elle est aussi très juteuse. Les groupes de supporters ont pu ouvrir leur propre boutique aux couleurs de l'OM. Elle rapporte chaque année près de 6 millions de francs. Ici, le patron des Yankees est dans sa boutique des quartiers nord. Il tire tous ses revenus de ses fonctions dans les coulisses de l'OM. Donc vous avez le polo, vous avez le poncho, vous avez le sweat à capuche. Alors ça, ce sont vos produits estampillés Yankee du groupe. Donc, produits Adidas, qu'on achète directement à Adidas. Des produits olympiques de Marseille, qu'on n'achète pas à l'Olympique de Marseille. Et quand l'équipe gagne, les affaires marchent bien. Beaucoup de monde se promène à Marseille avec une casquette ou un t-shirt à la marque de l'OM. Par contre, le marché est forcément moins porteur quand Marseille se met à dégringoler au classement, comme c'est le cas depuis 2 ans. C'est aussi ça que les supporters commerçants reprochent à Robert Louis Dreyfus. 35-37, c'est bon. 35-37, ça reste quand même que juste. Je donne la taille au-dessus. Oui, je crois, oui. Le merchandising, si vous voulez vendre des t-shirts et des maillots, il faut que l'équipe gagne. Il faut une grande équipe, c'est le moteur. Et si vous n'avez pas ce moteur-là, vous ne pouvez pas faire de business. Ils ont créé des boutiques, ils ont créé des bars, ils sont devenus de véritables professionnels. Ils sont devenus des partenaires à part entière de l'Olympique de Marseille. Et dans certains cas, ce sont eux qui mettent le plus de pression sur le club, sur les joueurs et même sur le président. Et quand le président est sifflé les soirs de défaite, vous saurez maintenant que c'est aussi parce que son équipe fait perdre de l'argent au groupe de supporters. Il y a évidemment la beauté du sport, mais à Marseille, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le business.
l'agressivité des associations de supporters de l'Olympique de Marseille à l'égard de la gestion de Dreyfus, entre guillemets, elle est surtout dictée beaucoup plus par des problèmes d'intérêt que par des problèmes de résultats sportifs. Je crois que ça, il faut qu'on le comprenne. Et si M. Dreyfus veut un jour montrer qu'il est vraiment le patron de l'Olympique de Marseille, il faut qu'il arrive à ne pas se laisser diriger par quelques associations de supporters qui font leur beurre sur l'OM. Et on en est loin pour l'instant. Face à cette pression, les entraîneurs qui ne font pas gagner l'OM sont successivement remerciés par leur président. Et les supporters ont pris une telle place au sein du club que ce sont eux qui annoncent les ruptures de contrat. Ça a été le cas pour l'entraîneur brésilien Abel Braga, qui a précédé l'Espagnol Clemente à la tête de l'équipe. Son limogeage, il y a 3 mois, a été rendu public lors d'une conférence de presse tragicomique tenue non pas par la direction du club, mais par un président des supporters. Alors, un coup, j'ai fait un petit résumé, comme ça on ne prenait pas la tête. Hein. Alors, l'entraîneur, la priorité c'est Fernandez. Voilà, la réponse sera dans demain ou après-demain. Dimanche ce soir, elle a dit. Ouais, enfin, on ne sait pas encore. Dans quel club vous voyez que c'est un dirigeant de supporter qui vient annoncer à la télévision qu'il va y avoir des changements à l'intérieur de la direction technique du club? Les joueurs, tous les entraîneurs. Interruption de la conférence par les hurlements d'un autre responsable d'un groupe de supporters, le tout pour s'amuser. Tu nous fatigues. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de dire ce que je veux, je fais ce que je veux. Vas-y, dis-le, après je parle. J'ai envie de hurler, jure, le bouclier pas. L'image de ce grand club n'en ressort pas grandi, sa communication est calamiteuse. Je recommence alors. La merde qui arrive. Et à Marseille, il y a un homme qui ne peut pas l'accepter. En cette année d'élection municipale, le maire tient absolument à ce que les choses rentrent dans l'ordre. On ne l'a jamais vu autant au stade que depuis que l'OM s'enfonce dans la crise. Bonjour. On est allé voir. Il fait chaud, torse nu ce soir. Monsieur le maire, vous y connaissez en foot ou pas? Parce qu'il paraît qu'au début c'était pas ça. Mais attendez, rassurez-vous, même si mon adversaire dit que je ne fais pas la différence entre un penalty et un corner, je peux vous faire la démonstration que je le sais. Il faut à tout prix, pour la municipalité en place, et donc celle effectivement de M. Gaudin aujourd'hui, il faut à tout prix que l'OM regagne des points, parce que l'ambiance générale, si vous voulez, si l'OM perd, c'est Marseille qui perd. Et qu'est-ce qui représente Marseille si ce n'est la mairie? Comment ça va? Et si Jean-Claude Gaudin vient serrer des mains, il vient surtout remettre les choses au point avec Robert Louis Dreyfus. C'est le maire qui a favorisé son arrivée il y a 5 ans et il veut que le président de l'OM assume ses responsabilités. Monsieur le maire, quand vous entendez dire qu'à Marseille, qu'à l'OM, il faut un patron, vous êtes d'accord? Écoutez, il y en a un, c'est d'abord celui qui met l'argent qui est le patron. Ensuite, je lui ai demandé d'être très présent. Et depuis que je lui ai demandé d'être très présent, il vient, il a repris les choses en main et c'est à lui de diriger. C'est celui, vous savez, les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est celui qui paye qui commande. Il vous a écouté alors, vous avez tapé du poing sur la table. Je pense qu'il m'a écouté, d'ailleurs la preuve c'est qu'il est présent. En clair, Louis Dreyfus ne doit plus déléguer. Trop pris par ses affaires, il avait donné le pouvoir à des hommes de confiance, comme Jean-Michel Roussier puis Yves Marchand, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, le patron doit monter seul en première ligne. Plus question de ne passer que 3 jours par mois à Marseille, comme il l'a fait ces 5 dernières années pour cause de planning surchargé. Louis Dreyfus ne peut plus être absent, d'autant plus que les supporters n'ont pas été les seuls à en profiter. Un autre pouvoir, beaucoup plus occulte, a sauté sur l'occasion pour renforcer son influence au sein du club. Francis Van Verberg, dit Francis le Belge, a été tué par balle cet après-midi devant un PMU à Paris. Le passager d'une moto a abattu l'ex-parrain présumé du milieu marseillais. Un parrain marseillais abattu à Paris, Francis le Belge, 54 ans, né dans le quartier populaire de la Belle de Mai, baron du jeu, de la drogue et de la prostitution multicondamné, a priori aucun rapport avec l'OM. Et pourtant vous allez voir que des liens étonnants ont pratiquement toujours existé entre le club de football et le milieu marseillais. Des liens d'amitié d'abord, qu'on peut apprécier aux obsèques de Francis le Belge.
On voit autour de son cercueil le joueur et ex-capitaine de l'OM Patrick Blondeau. Il ne s'en est jamais caché. Il entretenait des liens quasi filiaux avec le disparu. Pas très loin, on remarque aussi Élie Rousseau, alias Michou. Michou, vous connaissez? Ah oui, Michou, je connais, c'est un de nos collaborateurs. Michou est à l'OM. Il s'occupe de faire les courses, il s'occupe de préparer les maillots pour l'entraînement. C'est quelqu'un de très précieux, l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un de très dévoué au club. On peut aussi voir entre autres François Albertini, superintendant à l'OM, chargé de la sécurité des joueurs. Ah, il y a François, avec son fils d'ailleurs. François Albertini est l'un des piliers du club depuis plus de 15 ans. Moi j'aime bien, je crois que c'est un Olympien, un homme de cœur. C'est lui qui a la responsabilité à la fois de la sécurité, du bon ordonnancement des déplacements, de la tranquillité d'esprit des joueurs. S'il n'appartient pas au milieu, il a été élevé avec des gens du quartier de la Belle de Mai, avec Francis le Belge et probablement avec d'autres, qu'avec lui, il n'arrivera jamais rien aux joueurs. Hein. Ne serait-ce que parce que c'est lui qui leur sert de protection. Alors comment expliquer ces rapports amicaux visiblement assez répandus entre des membres de l'encadrement du club et des hommes fichés au grand banditisme? Pourquoi le milieu cultive-t-il ces relations auprès de l'OM et ses joueurs? On est allé chercher l'explication auprès d'un criminologue spécialiste des affaires marseillaises. Alors c'est vrai qu'il y a des truands qui fréquentent l'OM pour trois raisons principales. La première, parce que ce sont des passionnés de foot et des amoureux de Marseille, donc ils sont à l'OM. La deuxième raison, parce que le football est un business, donc si on peut être là, récupérer les miettes du gâteau, c'est toujours bon. Et la troisième raison, le football draine un certain nombre de personnes, du monde politique, du monde économique. Donc rencontrer ces gens-là, ça peut être intéressant également. Le milieu qui appartient à la vie marseillaise et qui appartient à Marseille, a toujours été proche de l'Olympique de Marseille. On a toujours vu les figures emblématiques du milieu, être abonné au stade de Vélodrome, venir voir les matchs, avoir des relations avec les joueurs. Et ça n'a pas été inventé avec l'arrivée de M. Dreyfus. Ça s'est toujours passé comme ça. Reste que le président de l'OM doit faire avec, car vous allez voir que le milieu ne se contente pas de relations amicales au sein du club. Il exerce aussi une certaine influence. Robert Louis Dreyfus le savait-il en débarquant en ville? Sans doute un peu, sans se douter des conséquences. Il choisit d'ailleurs sans sourciller Roland Courbis comme premier entraîneur de son mandat en 97. L'homme a exercé avant à Toulouse et Bordeaux, c'est un excellent technicien, et Dreyfus ne semble pas gêné que Courbis ait aussi des amitiés très fortes du côté des mauvais garçons de la côte. Ceux qui ont fait venir Roland Courbis au club. Donc Dreyfus. Donc à l'époque, M. Dreyfus et son équipe, ils savaient très bien qu'avec l'arrivée de Roland Courbis, il allait arriver aussi le cortège de ses amis. Et pourquoi vous voulez que je me cache que quand j'étais gosse au quartier nord, j'étais ami d'enfance avec telle ou telle personne qui malheureusement a mal tourné. Vous voulez que je m'en cache? Pourquoi? Roland Courbis ne renie pas ses amitiés et Robert Louis Dreyfus ne regrette pas son choix. Au contraire, selon les proches du club, le businessman prend du plaisir à fréquenter un personnage aussi truculent que ce Marseillais qui connaît tout et tout le monde. Des hommes comme M. Dreyfus, ils sont fascinés par tout ce que peut faire ou dire un mec comme Roland Courbis que lui n'osera jamais dire ou faire. Quand vous passez une soirée avec Roland autour de la table après un match, surtout si vous l'avez gagné, vous passez une très belle soirée. Donc il a toujours des anecdotes, il a de l'humour. Dreyfus par exemple, il n'était pas gêné par le personnage un peu sulfureux, son passé sulfureux, ses amitiés justement avec le milieu, parce qu'en plus Courbis ne s'en est jamais caché. Si je devais dire, mais je me trompe peut-être, hein, parce que tout ça c'est subjectif, hein, il n'y a pas de document, mais je crois que c'est le contraire. Je crois qu'il était, comme on dit, il aimait un peu s'encanailler. Dreyfus? Ouais. Mais s'encanailler, ça veut dire quoi?
ça voudrait dire que je suis une canaille, mais de quel droit on peut dire que je suis une canaille? Je ne vais pas faire des leçons de français, mais je voudrais bien que la personne qui a prononcé ce mot-là, je voudrais bien l'avoir en face, non pas dans une interview avec les possibilités que vous avez, vous, de couper les morceaux de l'interview, j'aimerais l'avoir en direct. Et j'aimerais lui poser en direct 2-3 petites questions, et simplement en fonction des questions et surtout des réponses qu'il me donnera, on verra lequel des deux est une canaille. Et un bon week-end et allez loin. Roland Courbis est en colère, mais monsieur Louis Dreyfus et son équipe dirigeante n'ont jamais jugé les gens à leur relation ou à leur casier judiciaire. La preuve avec la première boutique officielle de l'OM, encore plus importante que celle des supporters qu'on a pu voir tout à l'heure. C'est une des premières boutiques de l'OM depuis l'ère Dreyfus, quoi. C'est ça, c'est la première. C'est la première. C'est la première. Eh bien, à son arrivée au club, Robert Louis Dreyfus en a confié la direction à un dénommé Richard Laban. Photo souvenir de l'inauguration. Il y avait notre ami Roland Courbis et le responsable c'était monsieur Richard Laban. Voilà. Et si monsieur Richard Laban n'est pas là pour nous accueillir, c'est tout simplement parce qu'il purge près d'Aix-en-Provence une peine de 4 ans de prison pour association de malfaiteurs et tentative de corruption de fonctionnaires de police. Qu'il soit toujours à la tête de la première boutique officielle de produits dérivés de l'OM n'est d'ailleurs qu'anecdotique. Il semble par contre qu'il ait eu un rôle beaucoup plus direct dans le fonctionnement du club au début de l'ère Dreyfus. Richard Laban, c'est quelqu'un de très influent au club, qui avait de très bonnes relations avec tous les gens qui tenaient les manettes à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est certain. En plus, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le football. Hein. Selon un rapport de police et le témoignage d'un directeur de société de protection, c'est monsieur Laban, qui n'apparaît pourtant officiellement nulle part dans l'organigramme de l'OM, qui a par exemple été chargé d'attribuer le marché de la sécurité du club en 96, après la prise de pouvoir de Robert Louis Dreyfus. C'est le directeur de la société qui a décroché le contrat, qui a témoigné devant un commandant de police. Voici le procès verbal de son audition. Monsieur Laban était un passage obligé pour obtenir le contrat sur l'Olympique de Marseille. Monsieur Laban est entré directement chez le président délégué, monsieur Roussier, comme s'il était chez lui. Il me l'a présenté, c'est lui qui a fait directement la tractation avec monsieur Roussier. Le monsieur Roussier en question, qu'on voit ici, était effectivement à l'époque numéro 2 du club. C'est lui que Robert Louis Dreyfus avait chargé au début d'assurer le fonctionnement quotidien de l'OM. Le directeur de société poursuit son témoignage en affirmant « Monsieur Roussier a accepté sans aucun formalisme ce contrat prévu par monsieur Laban. » Un contrat qui porte sur près de 7 millions de francs de chiffre d'affaires par an et sur lequel Richard Laban a évidemment pris une commission. Monsieur Dreyfus est un président qui agit sous influence et il ne peut pas agir autrement parce qu'il a laissé la situation au fil des années depuis qu'il est là se détériorer peu à peu. Si c'était montré le patron tout à fait au début, les choses auraient été différentes. Maintenant, il est obligé de tenir compte des gens qui sont là, des gens qui sont en place, des gens qui dès qu'un résultat n'est pas bon, se manifestent et commencent à montrer que attention, si ça continue, ça va mal tourner. Avec de tels gens associés à la vie de son club, le président Louis Dreyfus n'a pas les mains libres pour éviter et gérer les incidents qui peuvent survenir autour de son équipe. Exemple inquiétant, avec un match Marseille-Monaco qui, a priori, n'aurait pas dû poser de problème. On est en novembre 98, l'OM l'emporte 1-0 à l'issue d'un match où le directeur du jeu a tout de même dû siffler de nombreuses fautes pour brutalité et gestes dangereux. C'est près du tunnel qui mène au vestiaire que l'arbitre va connaître des sueurs froides. À l'entrée du tunnel, j'ai un individu qui m'a menacé de mort à plusieurs reprises, en toute impunité. J'ai senti dans son regard qu'il était prêt à tout pour son club, quoi. Et quelque part, je me dis, mais c'est pas possible, je rêve. On n'est pas dans un stade de première division française, quoi. On est dans une république bananière où on peut tout se permettre. Et l'individu en question, c'est lui. André Meguetounif est bien connu des services de police. On peut l'apercevoir sur ces images réalisées dans les coulisses de la rencontre. C'est en les revisionnant que M. Sars a pu l'identifier et dénoncer son comportement par une lettre qu'il a adressée à Robert Louis Dreyfus. On peut y lire «
Je suis arbitre de football et on m'a menacé de mort. Les faits ne se sont pas produits dans un pays d'Amérique centrale, mais dans les couloirs d'un stade en France, votre propre stade, et par un proche de l'encadrement de votre équipe. André Meguetounif, également connu sous le nom de Dédé Tronche-Plate, fait partie de ces Marseillais un peu spéciaux, proches de l'encadrement de l'OM, avec lesquels Robert-Louis Dreyfus doit composer. Monsieur Meguetounif a accepté de nous rencontrer pour minimiser l'incident qu'il a opposé à l'arbitre. Je me suis emporté, on a eu des mots, je ne le cache pas avec M. Sarr, mais il n'a jamais été question de menacer de mort. Jamais question, je ne suis pas un malade mental, de menacer des gens. Vous êtes allé le voir à la mi-temps, mais sans le menacer. le voir sans le menacer, on a eu des discussions d'homme à homme. En lui disant il faut un peu mieux arbitrer, quoi. J'ai dit, faites attention à ce que vous faites, mais jamais menacer de mort. Dans une lettre réponse à l'arbitre, le président de l'OM et d'Adidas s'est toutefois engagé à sévir contre Dédé Tronche-Plate. On peut y lire « Je ne puis que vous confirmer que n'étant pas au match Monaco-OM, j'ignorais tout de ces agissements répréhensibles et honteux. Il va de soi que nous allons faire toute la lumière sur cette affaire et prendrons les sanctions nécessaires pour que cela ne se reproduise jamais plus. » Cet engagement restera lettre morte, ce sont les deux acteurs de l'incident qui nous le disent. Aujourd'hui, la question reste de savoir si M. Robert-Louis Dreyfus a eu les moyens de sévir. Entre la pression des supporters, la surveillance très attentive de la mairie et l'influence parasite de quelques personnages peu recommandables, il est certain que le président de l'OM n'imaginait absolument pas qu'il serait aussi difficile de rebâtir un club qui gagne à Marseille.